Les podcasts du Figaro. Il n'a pas peint ses cheveux en vert comme le jour où il a rendu visite à Maxime Ducamp. Il ne fait pas non plus l'insolent ou le malin face au substitut du procureur général. Nous sommes en 1857 et Charles Baudelaire exprime sa stupéfaction de voir ces fleurs accusées d'outrage à la morale publique. Il plaide leur cause tant et si bien qu'Ernest Pinard, substitut du procureur, est convaincu de sa loyauté littéraire. Il ne va pas juger l'homme, mais son œuvre. Bonjour, je suis Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe au Figaro hors-série. Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à Charles Baudelaire. Continuons à découvrir ensemble le destin contrasté du poète. Retour donc en août 1857. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur déplore cette fièvre malsaine qui porte à tout peindre, à tout décrire, à tout dire, comme si le délit d'offense à la morale publique était abrogé, et comme si cette morale n'existait pas. Pour lui, le livre de Baudelaire est dangereux, car le parfum des fleurs du mal est un poison. Il grise les nerfs, il donne le trouble, le vertige, et il peut tuer aussi. Charles écoute, atterré, Ernest Pinard demander la condamnation de certaines pièces de son livre. L'erreur du poète, dans le but qu'il voulait atteindre et dans la route qu'il a suivie. Quelque effort de style qu'il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou qui suit ses peintures, ne saurait détruire l'effet funeste des tableaux qu'il présente au lecteur et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant contre la pudeur. Il n'espère même plus que son avocat puisse convaincre les juges de sa bonne foi. Il a choisi pour défenseur maître Chez d'Estanges, mais ce dernier, trop occupé, a confié le dossier à son fils qui n'a que 25 ans. Selon Barbey d'Aurevilly, le jeune avocat se montre sans vie et sans voix. Après avoir délibéré, les magistrats écartent le délit d'offense à la morale religieuse. Ils retiennent celui d'offense à la morale publique et aux bonnes mœurs. Baudelaire est condamné à une amende de 300 francs. Ses deux éditeurs devront payer chacun 100 francs. Tous trois sont privés de leurs droits civiques. Les fleurs du mal, elles, doivent être amputées de 6 poèmes, dont Les bijoux, Le Lété, À celle qui est trop gaie, Femme damnée, Lesbos et Les métamorphoses du vampire. À celle qui est trop gaie. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage, comme un vent frais dans un ciel clair. Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé, qui jaillit comme une clarté de tes bras et de tes épaules. Les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un ballet de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé. Folle, dont je suis affolé, je te hais autant que je t'aime. Quelquefois dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer mon sein, et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'insolence de la nature. Ainsi je voudrais, une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne comme un lâche, ramper sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse, et vertigineuse douceur, à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. Durant des mois, Charles rumine son procès. Il se sent vacant, épuisé. Faire reparaître les fleurs du mal ? Avec des cartons hideux pour cacher les proscrits ? La seule solution serait d'écrire 6 nouveaux poèmes. Mais comment pourrait-il les improviser ? Il ne travaille jamais dans la hâte. Il a besoin de temps. Et que des correspondances, un écho venu de très loin, remontent à la surface de sa mémoire. Maigre consolation, après avoir adressé une supplique à l'impératrice, son amende sera finalement réduite à 100, puis à 50 francs. Les exemplaires des fleurs du mal qui ont été sauvés des saisies à Paris et à Alençon se vendent clandestinement. Charles n'en tire aucun bénéfice.
Durant l'hiver 1858, dégoûté de tout, Baudelaire se laisse couler. Il ne se réanime qu'à l'idée d'aller vivre à Honfleur. Sa mère l'y invite depuis que le général Opic est mort, peu avant la parution de ses vénéneuses fleurs du mal. Il pense qu'il pourrait, en Normandie, oublier ses désillusions, sa solitude, et cette fainéantise qui de nouveau le paralyse. Il s'imagine face à la mer, loin, très loin des courses stériles. Il pourrait même retrouver la santé en marchant, d'un bon pas sur la grève, se rendrait au Havre faire de l'escrime, prendrait des douches, se nourrirait plus sainement. Tandis que Baudelaire creuse ses découvertes, Madame Opic demande à Maître Ancel d'octroyer à son fils les 2400 francs dont il a besoin. Caroline a la maladresse de lui écrire que cette somme est une avance personnelle du notaire. Baudelaire s'en offusque, tempête, et refuse l'argent. Le séjour à Honfleur, dans la maison que son beau-père avait achetée, s'annonce houleux. Après avoir cacheté la lettre qu'il vient d'écrire à Sainte-Beuve, Charles tient beaucoup à son amitié, pour l'assurer qu'il n'a pris aucune part à un article désobligeant rédigé par un de ses amis, Baudelaire se lève de sa table de travail et ouvre la fenêtre pour laisser entrer dans son bureau l'air salé de la mer. Avant de venir s'installer dans la villa de sa mère, Charles avait beaucoup à termoyer. Sous divers prétextes. Un article à terminer pour une revue, l'espoir d'obtenir la direction d'un théâtre, recevoir la Légion d'honneur que lui avait fait miroiter Mérimée avant de se dérober. Au mois d'octobre 1858, il avait fait une brève incursion en Normandie pour voir le local. Il en a été charmé et l'a surnommé la maison Joujou. Tout lui plaît. Le site sur la falaise, la vue sur l'estuaire, le jardin, les 2 pièces que sa mère lui destine. En janvier, Charles se décide enfin à rejoindre la Bonbonnière. Depuis, son estomac, ses intestins le laissent en paix, ou presque. Il n'a plus de maux de tête et il travaille pour réparer 16 ans de fainéantise. Il veut désormais battre monnaie sans répit, n'ayant plus de prétexte pour transiger avec le travail. Baudelaire s'est attelé à la traduction de l'Opium de De Quincey et de 3 nouveaux textes des Garpeaux. Il rédige également une critique littéraire sur Théophile Gautier et a composé quelques nouveaux poèmes pour ses Fleurs du Mal en vue d'une 2e édition. À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa. D'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Les habitants de Honfleur ne lui ont guère fait bon accueil? Baudelaire s'en moque. Il sait qu'ils l'ont surnommé le Fénulbien et jase à qui mieux sur ses trop fréquentes incursions à la pharmacie de Monsieur Allais pour acheter ses drogues. Il a eu en revanche le bonheur de rencontrer sur un chemin côtier Eugène Boudin, qui l'a entraîné à la ferme Saint-Siméon, où il travaille avec les peintres Jean-François Millet et Frédéric Bazille. Baudelaire a été ébloui par ces ciels chiffonnés de couleurs et ces nuages tumultueux à l'architecture changeante. Le soir, Charles tient le plus souvent compagnie à sa mère. Comme au temps où elle avait loué la maison blanche de Neuilly, il regarde en silence le soleil se coucher par-delà l'horizon. Il n'évoque jamais le souvenir du général Opic. Mais sa veuve tient à ce que son couvert soit toujours dressé à table, ce qui paraît ridicule à son fils. Mais il évite de le lui dire. Au fil du temps, Baudelaire découvre cependant les inconvénients de vivre loin de Paris. Il se plaint parce qu'il ne reçoit pas assez rapidement le salaire de son travail.
Au début du mois de mars, n'y tenant plus, il part chercher son dû. Il restera 6 semaines dans la capitale, parce qu'on tarde à le payer, parce qu'il a accepté d'écrire un salon pour la revue française, parce qu'il est heureux de retrouver ses amis, mais également parce qu'il doit s'occuper de Jeanne. Elle est frappée d'une attaque de paralysie. Il traite désormais son ancienne maîtresse comme si elle était sa sœur ou une enfant, et va la placer dans une maison de santé. Le 20 avril, Baudelaire est de retour à Honfleur où il rédige son étude sur le salon. L'exposition s'est révélée décevante. Elle lui offre cependant l'occasion de réaffirmer son attachement à l'art pur, celui qui crée une magie suggestive, comme le font les nuages de Boudin. Il en profite aussi pour affirmer que la photographie, qui a participé pour la première fois à la manifestation, n'est pas un art, mais une industrie nouvelle, le refuge des peintres ratés ou trop paresseux. Sa santé s'est rétablie, son travail avance. Mais plus le temps passe, plus Baudelaire s'assombrit, maugré. Il s'agace des petitesses dont fait preuve sa mère, de ses idées bourgeoises, étriquées. Et puis Paris décidément lui manque. Il se languit des salles de rédaction, des maisons d'édition, des théâtres, des bouquinistes, des bibliothèques, des musées. Au mois de juin, il n'y tient plus et rentre dans la capitale infâme. Il s'y installe à l'hôtel de Dieppe. Il se plaint à sa mère de son existence qui serait redevenue un cauchemar, de sa santé qui de nouveau périclite. Caroline l'adjure de revenir à Honfleur. Il n'y retournera qu'au mois de décembre, brièvement. Après avoir passé du temps en Normandie, Charles dirige ses espoirs vers la Belgique. Il s'est installé à l'hôtel du Grand Miroir, près de la Grand Place, et le 2 mai 1864, il disserte sur Delacroix devant une assemblée curieuse d'entendre l'auteur des Fleurs du Mal. Il n'est pas éblouissant, mais la presse parle favorablement de sa prestation. Avant de quitter Paris, il a pris langue avec le Cercle artistique et littéraire de Bruxelles pour y tenir une série de conférences. Il a également contacté le directeur de l'Indépendance belge dans l'espoir de collaborer à son journal. Ce dernier s'est récusé. Les conférences, elles, furent programmées sans jamais débattre de sa rémunération. Il ne recevra que 50 francs par séance. Première déconvenue. Seconde déception. Le Cercle clôt généralement ses conférences en avril. Il accepte de prolonger le cycle d'1 mois, tout en essayant de trouver d'autres villes intéressées. Aucune ne répond favorablement. Sa santé s'est gravement détériorée. Il a les nerfs à vif. Dieu qu'il a mal à la tête, au ventre aussi. 3 médecins à Bruxelles se sont occupés de son cas, tous des incapables. Le 11 mai, Charles revient devant le Cercle pour parler cette fois de Théophile Gautier. Il n'y a qu'une vingtaine de personnes dans la salle. Quant à sa 3e intervention sur les paradis artificiels, elle tourne au désastre. Un trac insurmontable le saisit. Il bafouille, claque des dents. Les paradis artificiels, le poème du hashish. Au pied de la montagne, dans les ronces et dans la boue, la troupe des humains, la bande des ilotes, simule les grimaces de la jouissance et pousse des hurlements que lui arrache la morsure du poison. Et le poète, attristé, se dit « Ces infortunés qui n'ont ni jeûné, ni prié, et qui ont refusé la rédemption par le travail, demandent à la noire magie les moyens de s'élever d'un seul coup à l'existence surnaturelle. La magie les dupe, et elle allume pour eux un faux bonheur et une fausse lumière, tandis que nous, poètes et philosophes, nous avons régénéré notre âme par le travail successif et la contemplation. Par l'exercice assidu de la volonté et la noblesse permanente de l'intention, nous avons créé à notre usage un jardin de vraie beauté. Confiant dans la parole qui dit que la foi transporte les montagnes, nous avons accompli le seul miracle dont Dieu nous a octroyé la licence. Tout en remâchant cette humiliation, Charles va chercher de l'argent à Paris. Il se rend aussitôt chez le notaire Ancel, puis il part à Honfleur où sa mère consent à le sortir d'embarras.
Rassuré, Baudelaire revient à Paris le 9 juillet. Il revoit tous ses amis sans rien leur révéler de ses déboires. Une semaine plus tard, à la gare du Nord, Baudelaire rate le train du soir pour Bruxelles. Il descend l'escalier afin de trouver une chambre d'hôtel quand il tombe nez à nez avec Catulle Mendès, un jeune poète qui avait créé la revue fantaisiste, à laquelle Charles a plusieurs fois collaboré. Catulle est frappé par les traits tirés et les vêtements usés de Baudelaire. Il fait grand cas du poète des Fleurs du Mal, comme presque tous les littérateurs de sa génération. Pris de pitié, Mendès lui offre l'hospitalité dans son rez-de-chaussée rue de Douai, où il reçoit toutes les semaines les Parnassiens. Arrivé chez Mendès, Baudelaire, fatigué, s'installe sur le canapé et prend un livre, tandis que Catulle allume un feu dans la cheminée. Soudain, Charles lève la tête, regarde son hôte et lui demande s'il sait combien il a gagné d'argent depuis qu'il travaille. « Je vais vous en faire le compte, dit-il. » Baudelaire énumère ses poèmes, ses traductions, ses articles, ses salons. Total des bénéfices, 15 892 francs et 60 centimes. Et le poète éclate d'un rire fou, avant de conclure « Dormons ». Mais dans l'obscurité, ils se remettent à parler, évoquant Manet, Wagner, Banville, Vigny, et surtout Gérard de Nerval, qui s'est pendu en 1855 dans une rue infâme. Baudelaire ronce le ton. « Non, non, Nerval n'était pas fou, il ne s'est pas tué !» Puis il cesse de crier. Mendès pense que Charles s'est enfin endormi. Soudain, il entend un sanglot, un seul, mais si long, si profond, si désespéré, que le jeune homme est pris de frissons. Le lendemain matin, Baudelaire est parti, avant que Mendès ne se soit réveillé. Mars 1866, Baudelaire visite l'église Saint-Loup de Namur. Pour lui, cet édifice de style baroque est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Pris de malaise, il trébuche sur une marche et s'affaisse. Dès le lendemain, ses amis l'ont ramené à Bruxelles. Il semble se remettre de cette indisposition, mais à la fin du mois, Charles est victime d'une attaque cérébrale qui paralyse la moitié de son corps. Prévenu par Auguste, Narcisse Ancel se rend aussitôt à son chevet. Baudelaire est bientôt admis dans une maison de santé, l'Institut Saint-Jean et Sainte-Élisabeth. Il souffre désormais d'aphasie et répète sans cesse « Créer, non ». Son regard, cependant, montre qu'il n'a rien perdu de son intelligence. Bientôt, sa mère arrive également à Bruxelles. Charles, supportant de plus en plus mal l'obligation que lui font les sœurs de se plier aux rituels religieux de l'Institut, ses amis décident de le réinstaller à l'hôtel du Grand Miroir avant de le rapatrier à Paris. Accompagné par Caroline Opic et sa servante Aimée, soutenu par le peintre Alfred Stevens, Baudelaire arrive gare du Nord et il est aussitôt conduit dans un hôtel du quartier. 3 médecins vont venir l'examiner. Ils conseillent de le transporter dans la maison de santé du docteur Émile Duval. Il y est admis le 4 juillet 1866. Au début, Charles se montre plutôt enjoué et partage ses repas avec d'autres pensionnaires. Tous ses amis viennent le voir. Une fois par semaine, Nadar l'emmène même dîner en ville. Mais au bout de quelques mois, il faut renoncer à cette sortie. Elle le fatigue. En revanche, il semble retrouver un certain allant quand Apollonie Sabatier vient lui jouer au piano un air de Tannhäuser de Wagner. Il regarde les mains de la jeune femme courir sur les touches. Se souvient-il de leur brève liaison ? Cela avait été un fiasco. En réalité, Charles n'avait jamais souhaité faire d'elle sa maîtresse. Elle était une passante et aurait dû le rester. Malgré la blessure qu'il lui a infligée, elle est demeurée son amie, une muse. Parfois, les yeux fermés, Baudelaire songe aux autres femmes qui ont croisé sa route. Elles ne lui auront laissé d'autres souvenirs qu'une fragrance, comme Emelina, la dame créole. Il veut croire que son père et la fidèle Mariette seront ses intercesseurs auprès de Dieu. En revanche, il n'éprouve plus que rarement de la tendresse pour sa mère. Elle que Charles a tant aimée, et qu'il aime encore peut-être. Mais chaque jour ou presque, elle l'irrite à cause d'une paire de pantoufles, d'une brosse, de vétilles. Il se met alors en colère, s'agite avec tant de frénésie que le docteur Duval finit par conseiller à Caroline Opic de rentrer à Honfleur. Après son départ, Charles, mot après mot, sort de son aphasie. Il parvient bientôt à former quelques phrases. La guérison serait-elle proche ? Baudelaire a lui-même fixé une date butoir,
le 31 mars. Il a barré la date sur son calendrier. Les jours passent, bientôt chacun comprend qu'il ne croit plus à son rétablissement. Il semble résigné, il l'est peut-être, ou bien abattu. Il ne quitte plus son lit. Son regard, toujours aussi attentif quand un ami vient lui serrer la main, est empli de tristesse. Immobile, il semble attendre un signe, ou peut-être le tocsin. Prévenue de l'état dans lequel se trouve son fils, Caroline Hoppick revient à Paris le 21 mai 1867. Charles ne manifeste aucune joie de la revoir, mais il ne s'irrite plus contre elle, contre personne d'ailleurs. Il reste immobile, les yeux grands ouverts. Nul ne sait s'il se récite des poèmes ou une prière. Le 31 août, à 11h du matin, muni des sacrements qu'il a lui-même demandés, Baudelaire lève l'ancre. Merci d'avoir écouté ce récit du Figaro consacré à Charles Baudelaire. Vous pouvez retrouver notre podcast sur le site du Figaro et sur votre application de podcast préférée. Cet épisode a été écrit par Irina de Chikov pour le Figaro hors série et réalisé par l'équipe Figaro Live et Bababam avec les voix de Xavier Imbona et Bertrand Guyard. Pour en savoir plus sur l'histoire peu commune de ce poète maudit et de son œuvre, je vous invite aussi à découvrir sur Figaro Store le numéro du Figaro hors série, Baudelaire, le spleen de la modernité.